fusil traditionnel en général était massif, avait de nombreuses parties en bois et une doctrine d'emploi un peu différente de celle qu'on connaissait maintenant. En effet, il devait être capable de tirer une munition suffisamment puissante pour neutraliser un ennemi à grande distance en un seul coup. Et forcément, cette munition puissante pouvait rendre son emploi un petit peu compliqué de par le recul généré. Mais le fusil dont nous allons parler aujourd'hui est bien différent. La M16 est définitivement l'arme américaine par excellence. Intergénérationnelle, elle est connue de tous. Pourtant, tout n'a pas été aussi simple pour cette légende, tant à l'époque elle a brisé tous les codes, de par sa forme, les matériaux utilisés, son système de fonctionnement et même sa doctrine d'emploi. Et devenir cette institution ne s'est pas fait sans mal. La Seconde Guerre mondiale a vraiment tout changé. Beaucoup de doctrines de combat ont dû être revues. Les généraux allemands qui ont étudié beaucoup de combats se sont rendus compte que la majeure partie des combats se situaient à une distance inférieure à 400 mètres alors qu'ils utilisaient des armes qui étaient faites pour aller tirer à 1000 mètres. Ces nouvelles constatations en fait les ont conduits à développer une nouvelle munition qui serait plus adaptée à ce type de combat. Et cette nouvelle munition, moins chargée en poudre, moins puissante, permettait le tir automatique. Et c'est ainsi que les Allemands ont mis au point le premier fusil d'assaut automatique, le Stromgewehr 44. Ce fusil allemand surclassait toutes les armes alliées. Suite à cette adaptation allemande, l'armée américaine s'est dit qu'il était temps de changer son fidèle M1 Garand pour développer une arme qui serait peut-être plus en phase avec la réalité des combats. Armalite a été créé en 1954. C'est une filiale de l'entreprise Fairchild Aircraft, une entreprise d'aéronautique. Le chef du bureau technique d'Armalite se nomme Eugene Morrison Stoner. Alors pour info, Stoner, après un petit passage dans l'aéronautique, a juste dans son garage développé le système à emprunt des gaz qui servira plus tard sur la R15. Donc pour répondre aux besoins de l'armée américaine, Armalite et Stoner ont développé une arme, l'AR-10. Stoner a mélangé ses connaissances en aéronautique et ses compétences dans l'élaboration des armes à feu pour faire quelque chose qui n'avait jamais été fait, apporter de nouveaux matériaux dans la conception des armes. Pour faire son AR-10, Stoner s'est servi d'aluminium et de fibre de verre. Ça n'avait jamais été fait. Le résultat était une arme légère et robuste. Le souci, c'est qu'une des demandes de l'armée américaine, c'était d'avoir une arme complètement automatique. L'AR-10 avait été conçue autour de la munition 308 Winchester. Le problème était le suivant, c'est que l'arme était bien trop légère pour la puissance de la cartouche. Malgré que l'AR-10 ait une bonne gestion du recul, le tir en automatique devenait très difficile. Une munition trop puissante, une arme trop légère. Un gros problème de précision. Il devint évident qu'il fallait développer un nouveau calibre. Armalite développa donc un puissant calibre en 22. Pour ça, Stoner est juste parti d'une munition de chasse qui existait déjà, le 222 Remington et le 222 Remington Magnum. Il a quelque peu modifié la chambre, l'élargissant un petit peu, ce qui avait permis de mettre plus de poudre et de créer plus de pression pour plus de vitesse. Et dans un premier temps, sa munition s'est appelée la 222 Remington Special pour finalement s'appeler le 223 Remington. Une fois cette nouvelle munition élaborée, Armalite et Stoner développèrent un AR-10 à partir de cette munition qui devint l'AR-15. Bon, la recherche et le développement, ça coûte cher. Et sans commande substantielle, Armalite s'est retrouvé en difficulté financière, ce qui l'a forcé à vendre les droits à la firme Colt en 1958. Stoner et Colt continuèrent à peaufiner le prototype du M16. En 1960, le Strategic Air Command a passé à Colt une commande de 8000 unités. C'est ainsi que l'AR-15 devint M16. Le M16 fut officiellement adopté par l'US Air Force en premier en 1964. Bon bah je sais ce que vous vous dites, là vu que l'arme a été adoptée par l'US Air Force, sa destinée est toute tracée, mais pas du tout. On va même dire que c'est maintenant que les emmerdes vont commencer. Quand je parle d'emmerdes, la loi de Murphy est pas loin, c'est-à-dire que c'est les emmerdes maximum. Donc première chose, déjà quand elle a été en dotation chez les GI, elle a été très mal accueillie. Rien que la munition déjà, passer du 308 au 223, la balle n'était pas vraiment prise au sérieux. Après de surcroît, eux qui étaient habitués à des armes quand même assez massives, l'arme était petite, très légère et avec du plastique. Et ce dernier détail lui a valu un surnom d'ailleurs. Mattel 16. Mattel était une célèbre marque de jouets à l'époque. Pour les GI, quand ils ont reçu cette arme, pour eux c'était un jouet.
et c'est en aucun cas une arme pour faire la guerre. Donc ça, c'est le premier point, qui relève, c'est vrai, plutôt de l'a priori que des vrais problèmes techniques. Donc un des premiers problèmes est venu de la réputation de l'arme. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors des tests, l'arme s'est très bien comportée et elle a eu une très bonne appréciation, peut-être même une trop bonne. Pourquoi? Parce que dans les rangs des GI, la rumeur s'est répandue que l'arme était parfaite, n'avait aucun défaut et ne nécessitait aucun entretien. Donc ça, je peux vous dire que les GI, ils l'ont pas laissé passer, ils n'avaient plus besoin de nettoyer leur arme individuelle. Ce qui s'est passé aussi, c'est que Colt, quand ils distribuaient, quand ils vendaient ces M16, ils fournissaient pas de kit de nettoyage. Donc ça a aidé à renforcer cette rumeur. Donc ça a été un des premiers facteurs. Et comme la loi de l'emmerdement maximum n'est jamais loin, il y a un deuxième facteur qui est venu aggraver cette situation. Quand les militaires ont fait les tests, ils ont utilisé des munitions civiles chargées avec une poudre qu'ils connaissaient bien. La poudre s'appelait IMP, pour Improved Military Powder. Cette poudre était stable et elle ne générait pas beaucoup de résidus. Quand il a fallu augmenter la production, les industriels ont manqué de poudre, donc ils l'ont remplacée par une autre poudre. Cette nouvelle poudre, elle générait beaucoup plus de résidus et beaucoup plus de pression. Les résidus avaient pour effet de lubrifier l'arme à outrance, ce qui fait que ça augmentait la cadence de tir. Et ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que l'arme souvent s'est enrayée, voire même des pièces internes ont cassé. Ces deux facteurs associés ont tout simplement failli mettre un terme à la carrière de la M16. Les militaires et Colt et Stoner se sont penchés sur le problème. Ce qui a été fait, premièrement, c'est que le canon a été chromé. On a distribué des kits de nettoyage et des bouteilles de lubrifiant. C'est les fameuses bouteilles qu'on peut voir quand on regarde des photos de GI du Vietnam. Cette petite bouteille qui portait sur le casque. Le ressort récupérateur a été changé tout simplement pour réduire la cadence et ne plus avoir de casse. Et la culasse a été dotée d'un levier d'armement pour pousser si besoin une cartouche dans la chambre. Et c'est qu'après toutes ces modifications, en 1966, que l'arme a reçu la désignation de M16A1. Alors en conclusion, pour cette arme, ça a été une vraie révolution. Déjà par le calibre, sa taille lui permettait d'emporter 2 fois plus de munitions que le 308. Et malgré qu'il soit 2 fois moins gros, sa vitesse compensait cet handicap pour lui donner une balistique terminale qui n'avait rien à envier au 308. Le canon qui, malgré qu'il ne soit pas flottant, permettait une portée pratique de plus de 800 mètres. Une fois surmonté tous ces petits défauts de jeunesse, l'arme était une vraie révolution. C'est l'arme qui a été le plus longtemps en dotation dans l'armée américaine et en utilisation. Elle est encore utilisée plus de 60 ans. Le modèle que je vous ai présenté grâce au numéro de série, j'ai pu voir qu'il datait de 1970, alors qu'il est plus vieux que moi et il marche toujours très bien. Et cette arme a définitivement marqué la naissance de l'ère des Black Rifle. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la M16 vous a plu. C'est tout pour moi, je vous dis à bientôt. Restez sûrs, habiles et adroits. Me